chers amis. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, synthèse de ce cycle de cours sur l'esprit dialogique dans la psychologie occidentale. Alors avant de démarrer cette synthèse, je voudrais dire merci à quelques personnes. Je voudrais dire merci d'abord à Laurent Bertin qui m'a mis sur la piste d'une idée d'un esprit segmenté en parts et que dans la pratique de l'hypnose ericksonienne, on pouvait travailler avec ça. Quelques années plus tard, je me rends compte à quel point c'était pertinent. Je voudrais remercier Bernadette Blin, qui n'a pas pu venir, comme vous le savez, la semaine dernière, mais j'espère que tu seras remise pour qu'on te reçoive peut-être au mois de mars. Et merci beaucoup pour l'influence et toutes les personnes avec lesquelles Bernadette nous a mis en connexion, ces influences ont dessiné une partie de ce cours. Je voudrais remercier Martin Fortier, même si on n'a pas eu le temps de beaucoup se voir, mais il a donné une influence et des idées qui sont vraiment importantes pour ce qu'on est en train de faire maintenant, notamment sur la question d'agentivité qu'on va développer aujourd'hui. Pour aller un peu plus vite, je voudrais remercier Michel Bitbol pour son incroyable légèreté et érudition, très inspirante, Claire Petit-Mangin pour tout ce qu'elle nous a amené en phénoménologie. Et je voulais te remercier, Dominique, pour avoir accompagné ce projet quand il n'était pas encore en place, pour l'avoir soutenu. Et c'est un soutien moral qui a été très précieux. Merci beaucoup. Sur ce, plan du cours aujourd'hui. Synthèse de ce qu'on a déjà vu et proposition hypnologique. Synthèse de ce qu'on a déjà regardé, en quelques points. Et proposition de concepts nouveaux, on voudrait nous contribuer à la pensée phénoménologique, psychologique, hypnologique. Donc aujourd'hui, on va introduire quelques concepts. Dernière partie du cours, vous serez invité à ce qu'on prenne le temps d'échanger sur ces concepts-là, à dire qu'est-ce qui vous parle dans ces concepts, qu'est-ce qui ne vous parle pas, et qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Pour la première partie, synthèse en quelques questions. S'il y a un esprit dialogique, qu'est-ce qui dialogue? Si quelque chose dialogue, avec quoi ça dialogue? Quelle problématique on a d'une espèce d'instance qui percevrait que tout cela dialogue ou avec laquelle on serait en dialogue? Une problématique d'un modèle multidimensionnel, on en a déjà un peu parlé l'autre fois dans les échanges, je crois que c'est dans les échanges avec toi Boris. Et puis quelques perspectives pour les accompagnants et pour remettre un peu de légèreté dans tout ce truc très mental, je voudrais vous montrer une petite illustration en vidéo. Vous êtes prêts? Pour la vidéo c'est un peu après. Hein. Qu'est-ce qui dialogue? Alors je vous propose une synthèse. Vous qui avez étudié ça pendant 3 semaines, pendant 3 cours ou présentations avec moi, j'espère que la phrase fera sens. Qu'est-ce qui dialogue? Des parts de l'esprit, ego states, archétypes, sous-personnalités ou high positions, structurées en instances, en complexes, en types, en sous-groupes, placées dans différents lieux psychiques, dans différents niveaux de conscience, dans différents niveaux logiques, dans différents niveaux d'évolution d'existence, dessinant des patterns, des séquences, des patterns d'émotions, de comportements, de moyens de communication, de moyens de réaction. Des parts de l'esprit qui agissent en désaccord, en inhibition mutuelle, en collaboration ou qui n'agissent pas, qui sont connectés à des coex, des condensés d'expérience, à des matrices, à des faits psychiques. Des parts de l'esprit qui sont sous-tendues par des besoins, des traumas et des systèmes de défense qui se sont construits sur base de ces traumas, qui sont sous-tendus par des gratifications ou des invalidations. Des parts de l'esprit qui ont plus ou moins d'autonomie de perception, de croyance, de représentation, de posture. Des parts de l'esprit qui s'activent par nos impulsions, nos désirs, de manière plus ou moins automatique, de manière contextuelle, de manière conditionnée ou provoquée de manière hypnotique. Et des parts de l'esprit auxquelles nous nous identifions plus ou moins partiellement. Yes? Ok. Alors, ça fait quand même une longue phrase. Mais si on le dit en enlevant la partie qui est à... C'est quoi? C'est droite ou gauche? La partie là-bas. Parce que comme c'est inversé et que vous le voyez à l'envers de moi, c'est... Bon, enfin bref, si on enlève la partie qui est là-bas, qu'est-ce qui dialogue? Des parts de l'esprit structurées, positionnées, qui dessinent des patterns, qui agissent, qui sont connectés, sous-tendus par des choses, qui s'activent et auxquelles nous nous identifions. Là, on peut faire une phrase très courte. C'est là qu'on voit qu'avec des phrases très courtes, en fait, il peut y avoir beaucoup de choses. Alors, ça, c'est pour vous. Vous pourrez regarder, pour ceux qui veulent se repérer un peu. Dans cette phrase, il y a 25-26 références de psychologie fondamentale.
Fondamentale au sens, mais on l'a déjà dit, hein, occidental, XXe siècle, etc. Donc voilà toutes les références qui créent cette phrase qui, pour moi, est la synthèse de tout ce que nous avons vu. Alors avec quoi ces parts dialoguent-elles? Là, ça va être plus court. Soit elles dialoguent avec d'autres parts, soit elles dialoguent avec quelque chose qui pourrait être peut-être une instance supérieure, une instance qui est au-delà de toutes les parts, ou peut-être simplement qui dialogue avec un mode de fonctionnement qui n'est pas une part. Ça va toujours? Alors, il y a eu des propositions déjà depuis le début. Par exemple, Jung proposait le grand soi. Top, ça aurait été que je vous mette les schémas avec. Voilà. Non, pas le bon. Voilà. Jung nous proposait le grand soi qui regroupe toutes les instances. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme proposition? Assagioli, qui nous proposait qu'il y avait un soi supérieur, le petit 6 là, tout là-haut. Un soi supérieur qui dessine tout le contour du reste et qui se projette à l'endroit où nous nous identifions, à l'endroit où ça dit « c'est moi ». Il y avait l'idée du « aware ego » chez Hall et Sidra Stone. Je n'ai pas de schéma pour ça, mais on en avait pas mal parlé. Vous savez, celui qui est au-dessus de toutes les chaises vides. Il y avait l'idée d'une essence dans l'énéagramme, pas non plus de schéma sur ça, mais il y avait l'idée d'une essence quand on arrête de s'identifier à nos propres tendances et qu'on passe vers quelque chose qui ne s'identifie plus. Et nous, notre proposition en hypnologie, c'est que avec quoi est-ce que ces parts dialoguent? Eh bien, tout simplement avec notre attention, notre faculté d'être attentif à quelque chose. Alors là, c'est pas très mystique, hein, pour le coup, c'est très fonctionnel. Simplement, à un moment, on peut être attentif au fait que, si j'appelle la part de moi qui veut parler très vite en donnant des cours, pourquoi pas? Part de moi qui veut aller très vite en donnant des cours, qu'est-ce que tu veux me raconter? Alors elle dit, ah mais j'ai tellement de choses à dire, il faut aller vite. Hop. Ce n'est que l'attention qui a été en lien avec cela. C'est du moins notre point de vue. Nous n'invalidons pas les autres écoles psychologiques. Mais en hypnologie, nous, on est assez, notre équipe, on est assez terre à terre, quoi. Donc on se dit, bah, qu'est-ce qui dialogue avec ces parts? Eh bien, c'est notre faculté d'attention. On va en reparler un peu tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on propose cela? Parce que il peut y avoir une problématique à l'idée d'une instance supérieure. À l'idée d'une instance supérieure qui est au-delà des parts. Quelques problématiques. Le risque qu'une part parmi les autres se pose en instance supérieure, et donc qu'elle écrase toutes les autres en disant « c'est moi, en fait, qui perçois où sont les problématiques ». Une part, imaginons une part autoritaire et qui veut tout contrôler, et qui dirait « ok, part blessée et part qui veut foncer, moi, part autoritaire, je vous regarde ». Ça pourrait être assez terrible, parce que dans ce cas-là, cette part-là va venir faire les réconciliations, les collaborations, mais à sa manière à elle. Donc en fait, elle va écrabouiller toutes les autres parts. Oui. Je disais, ça doit exister dans les pathologies psychiatriques. Ah mais oui, alors bien sûr, ça existe dans les pathologies psychiatriques, mais nous, en fait, ça ne nous concerne pas tellement, les pathologies psychiatriques. Tu vois, on ne fait pas de la théorie psychiatrique. Non, surtout, ça existe dans la vie quotidienne. C'est ça qui est intéressant. Oui, pour ce qui est des pathologies psychiatriques, je n'ai pas la compétence pour répondre à ça. Un risque qu'une part parmi les autres se pose en l'instance au-delà des parts. Deuxième risque, un risque de réifier, de personnalité, de personnifier quelque chose qui serait une instance supérieure. Alors là, on va avoir le grand moi, qui est en opposition au petit moi, le grand soi, qui est en opposition au petit soi. Là, il y en a très très vite qui vont nous dire « mais c'est Dieu !» C'est Dieu qui perçoit tout, parce que je suis le tout et la totalité des parts de moi-même qui sont le miroir de l'esprit. Bon, pourquoi pas, mais ça reste, qu'on appelle Dieu, grand moi ou grand soi, ça reste une réification, une personnification, ou le grand tout. Alors, nous on ne dit pas qu'il ne faut pas faire ça, hein. Chacun ses croyances, on a le droit de croire en un Dieu, un grand soi, etc., qui serait au-delà des parts de nous. Néanmoins, avec un tout petit peu de logique, on peut voir que penser cela autrement peut nous être utile. Alors, je vous fais une analogie avec le corps. On peut faire communiquer nos organes, simplement en leur donnant de la nourriture, hein, ça les met en réseau. On peut considérer le corps dans son ensemble.
il y a la multiplicité, les organes, et puis il y a le corps, unité du corps. Le corps a une faculté de percevoir, de prendre en compte, d'être informé. Hein, si quelqu'un me fait ceci ou si quelqu'un fait cela, ça ne m'envoie pas la même information. Il a la faculté d'être informé de quelque chose. Mais cela n'implique pas pour autant que la synthèse des parts du corps soit réifiée ou personnifiée et qu'elle se mette à dire « c'est moi ». Cool. Il se manifeste donc simplement le fonctionnement du corps et ses qualités et ses facultés. Eh bien, notre proposition, c'est qu'il en est de même nature pour l'esprit. Nous pouvons faire communiquer les parts de soi, les informer et les faire coopérer, c'est notre multiplicité psychique. On peut considérer pourtant l'esprit dans son ensemble, c'est notre unité psychique. C'est quand même important de le rappeler, hein, après avoir parlé de tout ça, il y a quand même une unité psychique. L'esprit a des facultés, par exemple, de percevoir, de prendre en compte, d'être informé, et il a des qualités, par exemple, d'accueillir, d'être empathique, de pardonner, de comprendre. Mais cela n'implique pas pour autant que la synthèse des parts soit réifiée ou personnifiée et qu'elle dise « c'est moi ». Et vous voyez, quand on l'a compris pour le corps, ça paraît aussi logique pour l'esprit, enfin, je crois. Il se manifeste donc simplement le fonctionnement de l'esprit et ses facultés et ses qualités. Ça va ? Donc s'il ne se manifeste que le fonctionnement de l'esprit, eh bien, il n'y a pas besoin de réifier et de mettre un grand soi, un grand moi, ou quoi que ce soit de cette nature-là. Ce qui va toujours faire des confusions. Ah, il y a moi et le grand moi. Il y a mon petit soi et mon grand moi. En plus, ça va mettre des jugements. Donc, parlons de ce qui est fonctionnel dans les fonctionnements de l'esprit. C'est OK ? C'est notre proposition. Et puis, dernière limite, dernière problématique dans l'idée d'une instance au-delà des parts, c'est le risque de confondre la synthèse des parts et une instance supérieure. Alors, par exemple, je peux être toutes les parts de moi qui se déploient dans mes différents contextes, et il y a bien une synthèse de tout ça, qu'on pourrait simplement appeler l'ensemble de toutes mes parts. Et c'est pas pour autant que ça fait un grand soi supérieur, ou un grand soi mystique, ou un grand soi magique qui transcende l'espace, le temps, la lumière, et je sais pas trop quoi. On peut voir les deux choses comme pas nécessairement séparées, mais ça peut être deux choses de même nature. Ok ? Tout ça, c'est des propositions. Hein. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas aller dans ces directions-là. Nous disons qu'avec l'idée qu'il y a une instance au-delà des parts qui discute avec les parts, eh bien, il y a ces risques-là. Si vous les regardez au détail, en fait, ce sont des risques d'avoir de la confusion d'esprit. Ok, il y en a deux qui ont beaucoup travaillé sur ça, c'est Assagioli, avec son idée d'un grand soi projeté dans un moi qui va se déplacer dans l'effet psychique, inconscient supérieur, inconscient moyen et fonctionnel, inconscient inférieur, freudien. Et le deuxième qui a travaillé sur ça, c'est Jung, avec l'idée d'un soi qui englobe tous les complexes et toutes les instances. Bien sûr qu'ils ont réfléchi à cette question. Ça fait un silence assez impressionnant. Ok. Pour la suite de notre synthèse, nous pourrions aller dans ce cas-là vers un modèle multidimensionnel de l'esprit. Alors, je tiens à préciser que le mot multidimensionnel veut simplement dire qui possède plusieurs dimensions, ou plusieurs plans, ou plusieurs aspects. Nous ne sommes pas en train de parler d'un truc multidimensionnel, cosmique, quantique, ou des choses comme ça. Vers un modèle multidimensionnel de l'esprit. Alors, je vous ai pris quelques exemples. Une part de moi pourrait se situer, par exemple, dans l'ombre. Excusez-moi. Proposition pour un modèle multidimensionnel de l'esprit, il pourrait y avoir par exemple comme dimension les instances, au sens Jung, les besoins, au sens Maslow, les postures, au sens de ce que nous avons vu avec Satir, les états ego states, au sens de ce que nous avons vu avec Eric Berne, des niveaux logiques chez Diels, des niveaux d'évolution chez Claire Graves. Ce n'est qu'un exemple. Donc, si on prend par exemple ces plans-là, ces dimensions-là, une part de moi pourrait donc, par exemple, se situer dans l'ombre, avec un besoin d'estime, une posture, une réaction conciliante, un état plutôt enfant, sous la forme d'une de mes capacités, et dans un niveau d'évolution de contrôle de mes impulsions. Bah oui, c'est tout à fait possible qu'il y ait une part de moi qui se présente dans ça, en fait. Je vous perds pas, ça va ? C'est OK ? Une autre part de moi pourrait se situer, par exemple,
dans la persona, le masque social chez Jung, avec un besoin de sécurité, une posture d'accusateur sous la forme, dans l'état d'un parent, sous la forme d'une de mes valeurs, à un niveau qui cherche sa fonctionnalité et son indépendance. Une troisième part de moi pourrait se situer dans le moi jungien qui dit c'est moi, qui s'identifie, avec un besoin d'accomplissement, une posture de congruence, dans un état adulte, sous la forme d'un de mes comportements, à un niveau d'évolution de type vision et action globale. Ça va toujours ? Ok, et il est tout à fait possible que ces trois parts soient présentes simultanément. En tout cas, dans cette histoire, il y en a une dans l'ombre, une dans la persona, une dans le moi, et a priori, c'est la troisième qui va dire c'est moi. Hein. C'est moi, ça, je sais pourquoi je le fais. Les deux autres trucs que je fais qui ont l'air un petit peu bizarres quand je me vois les faire, c'est pas moi. Bah tiens. Donc voilà la proposition, je ne sais plus ce que j'ai écrit après sur ce sujet, mais je pense que vous avez compris l'idée. Les trois parts peuvent être simultanées. Et ici, nous voyons que nous avons décrit trois parts dans un aspect multidimensionnel, sur plusieurs plans, dans plusieurs tableaux, nous pourrions dire. Donc le point important ici pour nous en hypnologie, c'est que maintenant qu'on a vu tout ça, faire une recherche approfondie sur une modélisation moderne de l'esprit, ça pourrait être intéressant. Voilà, il y a un côté statique, des fois ça s'arrête, il y a un côté dynamique. On voit bien que des fois il y a des plans qui sont en mouvement et que des fois ça cloche et qu'il y a un truc qui grippe et qu'il n'y a plus de mouvement, que ça n'avance plus. Ça vous parle si on dit ça ? Voilà, il y a une posture dans un contexte, elle est très bien, mais on change de contexte, elle ne veut pas lâcher, quoi. Donc il y a toute une idée comme ça sur le mouvement, sur le temps, sur le fait que des choses s'arrêtent, se fixent, se crispent dans le temps et qu'elles peuvent se remettre en mouvement, dans l'idée d'un esprit multidimensionnel et dialogique. Voilà sur quoi nous aimerions orienter une partie de nos recherches. Ça fait des phrases bien compliquées, hein. Alors, vous imaginez des phrases comme ça, si on n'avait pas eu les cours en avant, elles seraient dépossédées de leur sens. Et puis, pour finir cette synthèse, beaucoup plus rapidement, quelques perspectives pour les accompagnants qui utilisent le dialogue. Alors, c'est-à-dire tout accompagnant qui parle avec son accompagné. Une séance d'hypnose, pourquoi pas? C'est une école avant tout d'hypnose ericksonienne ici, donc une séance d'hypnose, ok. Je parle souvent de PNL, de sophrologie, mais j'en discutais récemment avec des ostéopathes qui disent, mais bien sûr qu'il y a des parts et qu'elles ne sont pas synchro. Hein. Nous, on le sent dans les tissus, en fait, avec les mains, on nous forme à ça pendant 6 ans. Intéressant, on va les faire venir l'année prochaine pour parler un peu de ça. Eux aussi sont dans un dialogue, ce n'est plus un dialogue verbal, c'est un dialogue manuel. Alors ça, moi, ça m'échappe un peu. Mais on les fera venir pour parler de tout ça. Donc, c'est juste pour élargir un peu. Quelle perspective? Eh bien, pour tout type de gens pris dans l'accompagnement, eh bien, figurez-vous que travailler sur ces parts internes est un excellent moyen d'apprendre à accueillir l'autre tel qu'il est, là, maintenant, et de l'accueillir dans l'idée que lui-même est composé de plein de parts. En gros, mais on le verra pendant l'hiver, ça va faire un effet de miroir d'avoir travaillé sur soi. Comme la suite du cours parlera pas mal de miroir, on aura l'occasion de développer tout ça. Est-ce que tout cela est clair pour vous? La synthèse des 3 cours précédents vous semble correcte? Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Bravo. Ok. Alors, une autre façon de faire la synthèse, une illustration. Je tiens à remercier quelqu'un, je ne sais pas si c'est ton vrai nom, je tiens à remercier Vera Noir, qui est sur le groupe Hypnologie, le groupe Facebook Hypnologie, et qui m'a fait découvrir il y a 48 heures le travail magique de Isabelle Padovani. Et je me suis dit que c'est tellement juste, après ce que nous venons de voir dans ces 3 cours, que je n'ai pas résisté à l'idée de vous en ramener des extraits vidéo. Et d'ailleurs, Madame Padovani, vous êtes vraiment la bienvenue prochainement ici pour nous raconter comment vous avez trouvé ça par vous-même, pour venir nous raconter quoi que vous voulez en fait. Vous êtes vraiment la bienvenue. Et quand on a accueilli un aspect de nous jusqu'à cette profondeur-là, on lui demande à la fin, ok, maintenant, sachant que la réalité c'est que ce caillou t'a frappé et qu'il semble que la vie peut en envoyer à tout moment. Qu'est-ce qui
contribuerait pour toi, sachant que la réalité c'est que des cailloux de ce type existent, et que la réalité c'est que tu continues à fonctionner de cette façon quand un caillou te frappe. Alors qu'est-ce que tu aimerais? Et là cet aspect nous va dire quelque chose. Ou bien va dire qu'il ne sait pas quoi faire. Et là, soit depuis un espace de vous qui est un peu moins collé évidemment à cet aspect, puisque vous lui parlez, c'est l'avantage de parler avec nos aspects, c'est que dès que vous lui parlez, vous êtes décollé. Bon, moi vous voyez, j'ai ce petit personnage, ça m'aide beaucoup, j'en ai plein à la maison des petits comme ça, des petites figurines. Et quand j'ai un aspect de moi qui m'envahit comme ça, plutôt que de me laisser prendre par un aspect que j'appelle un ego spirituel, vous voyez ce genre, c'est-à-dire quelqu'un qui se prend pour Yoda dans la guerre des étoiles, et qui arrive en me faisant des phrases du genre voilà, jeune Pagawan, la force tu devrais avoir dans cette situation et ne pas t'emballer et en vouloir à cette pierre, de la sagesse tu devrais montrer. Alors bon, lui il se prend pour une part très éveillée de moi, vous voyez, il se prend pour... Il croit qu'il est le soi en fait, il croit qu'il est la part la plus évoluée. Il croit même des fois qu'il est la voix de l'éveil, il croit qu'il est la voix de l'arrière-plan, enfin des tas de choses comme ça. En fait c'est un ego spirituel, c'est juste une part qui fonctionne en ayant le best-of de mes enregistrements de toutes les choses spirituelles que je peux avoir entendues, lues et auxquelles j'aspire. Hein. Et cette part-là, c'est une des parts qui est les plus difficiles à gérer. Parce que, des fois, elle va taper, en fait, très paradoxalement, hein, c'est la part la plus spirituelle qui va taper sur cette part qui est beaucoup plus jeune en moi, qui a beaucoup moins de maturité, et parce que cette part dit que cette part-ci ne doit pas être là, qu'elle ne doit pas exister. Ça fait 30 ans que tu chemines dans une voie spirituelle, alors ça suffit maintenant, tu dois être capable d'accueillir les choses et arrête de dire que tu as mal à la tête. Vous voyez, et le fonctionnement c'est arrête de dire que tu as mal à la tête et elle lui tape sur la tête. Comme ça l'autre aïe aïe aïe, et celle-ci, et arrête, tu ne devrais pas avoir mal à la tête même quand... Ça vous dit quelque chose ça? Voilà. Alors ça s'appelle le cauchemar spirituel. Ça s'appelle je ne vois pas où est l'endroit où j'ai à accueillir quelque chose. Donc j'ai non seulement à accueillir cette part et tous les chocs qu'on a vus qu'elle a, mais j'ai aussi à accueillir cette part. C'est l'accueil inconditionnel, c'est accueillir ce qui se passe en moi, et surtout ce qui ne veut pas accueillir, c'est-à-dire cette part-là ne veut pas accueillir celle-ci, elle ne veut pas que celle-ci existe. Celle-ci ne veut pas que ceci existe. Et celle-ci ne veut pas que celle-là existe. Et peut-être que je vais encore avoir, on ne sait pas, encore une autre part qui arrive et qui est une part qui en a marre que l'ego spirituel tape sur cette pauvre part et que cette part-ci va boxer à un moment donné l'ego spirituel. Et puis après, peut-être va arriver mon grand cœur brisé ouvert, qui veut toujours rester un cœur brisé ouvert, et qui vient flotter en disant à tout le monde écoutez, essayez de vous calmer, tout ça n'est pas si grave. Mais vous comprenez bien que dans tout ça, il y a un sacré boxon, quoi. Toutes ces voix parlent en nous simultanément. Et si nous ne prenons pas le temps de les accueillir une par une, y compris des parts forcenées qui, d'un seul coup, disent « Mais oh là là, ça suffit, c'est pas bientôt fini, toutes ces conneries. Et puis, il y a trop de parts, on s'en sortira jamais, moi j'en ai marre, il y a trop de parts, il y a trop de parts. Il faut qu'on s'éveille tout de suite, parce que c'est pas possible avec toutes ces parts. » Vous voyez le souk? Et vous, au milieu de tout ça, vous essayez d'accueillir... il n'y a pas l'espace pour accueillir, parce qu'il y a tout ça qui parle là-dedans. Donc, pour qu'il y ait un accueil inconditionnel, ça va vouloir dire à chaque fois, on accueille la part qui a du mal à accueillir ce qui est. Alors au début, il y a le stimulus, on accueille la première part qui a eu du mal à accueillir ce qui est. Et puis ensuite, quand une autre part va arriver de nous, on va accueillir celle-ci maintenant. Et puis ensuite, celle-ci va stimuler encore autre chose et on va accueillir la part qui est furieuse que le moi spirituel tape sur un pauvre petit moi. Et puis après, on va accueillir la part qui est complètement furieuse, que toutes ces parts soient là. Et puis après, on va accueillir qu'il y a, voilà, mon grand cœur brisé, ouvert, qui a envie, lui, que tout soit harmonieux. On va accueillir tout ça. Et bim.
une autre pour compléter, un peu plus court, toujours de la même personne. 730. Et puis arrive, et puis après, et vous faites ainsi le tour de tous vos aspects. Une fois que vous avez... Excusez-moi. Le contexte ici, c'est qu'elle propose dans cette vidéo qu'on devrait enlever, peut-être elle propose qu'on devrait enlever l'idée d'un ego pour parler d'un énéis. Au lieu de quelque chose qui dit « je suis », c'est moi, quelque chose qui dit « nous sommes », c'est nous. Imaginez, c'est à l'école maternelle, on nous faisait penser comme ça. Oui, tu es plusieurs dedans. Et En fait, pour faire la paix intérieure, il faut être au moins deux. Hein. Enfin bon. Oui, sinon ça ne fait pas sens. Et au moment où elle dit ce que je voudrais vous montrer là, c'est très proche de l'idée de Maslow. Elle parle du fait que les différentes parts ont différents besoins. Donc voilà le contexte. Une fois que tout le monde a parlé, vous allez avoir une assemblée. C'est pour ça que je parlais de table ronde. Alors vous allez avoir la part qui veut vivre ses rêves, la part gardienne de la réalité, la part qui veut garder son élan bondissant de la vie, le moi spirituel, la part qui dit oh mais de toute façon la vie n'est qu'un jeu, amusons-nous, on s'en fout, la part qui dit oh mais moi je sais que tout est possible, il suffit de mettre son intention et puis tout est possible par la loi d'attraction, en frottant la lampe magique, tout est possible. Et puis il y a la part blessée qui dit oui mais moi j'ai tellement souffert, je veux plus que ça se reproduise. Et puis il y a la part qui dit mais moi je suis prête à faire n'importe quoi, à prendre n'importe quelle forme pour être aimée. Bref, toutes vos parts. Et à la fin, vous allez lire à l'ensemble de vos aspects qui sont placés devant vous, sur votre table devant vous, avec toutes les feuilles, toutes les figurines, vous allez lire en fait l'ensemble des besoins qui cherchent à être satisfaits. Alors, j'ai mon aspiration à développer de la confiance dans la relation. J'ai mon aspiration à garder de la lucidité sur le plan affectif. J'ai mon aspiration à toujours sentir l'élan de la vie me traverser. J'ai mon aspiration au rêve, à l'espoir, à croire que tout est possible. J'ai mon aspiration à pouvoir rester justement déployé, à ne pas avoir à me refermer sur moi-même parce que je souffre. J'ai mon aspiration à vraiment avoir beaucoup plus de conscience. J'ai mon aspiration à la légèreté, à la joie de vivre. Et puis, j'ai mon aspiration à vraiment pouvoir être accueilli, quel que soit l'aspect que j'offre à l'autre, quelle que soit ma façon d'être. C'est ma part qui a besoin d'un accueil inconditionnel. Vous lisez tout ça. J'ai oublié un aspect important qui est le gardien de mon petit cœur, celui qui garde farouchement, et donc lui qui est vraiment, il aspire aussi à ce que je sois en paix, et sa stratégie c'est de me garder, de me préserver pour ça, et si besoin de me mettre une armure pour que je sois inattaquable. Donc vous lisez l'ensemble de ces besoins, et c'est là que maintenant ça devient fun, nous allons essayer tous ensemble, chers amis, vous parlez à votre assemblée de toutes vos parts. Voilà, et bien maintenant le jeu, c'est le jeu JEU, hein, puisque là on n'est pas face à un jeu, mais face à un nom. Donc le jeu JEU, chers amis, c'est de trouver ensemble qu'est-ce que nous pourrions faire qui serait un petit pas qui irait simultanément dans le sens du nourrissement de l'ensemble de vos besoins. Alors de l'ensemble de nos besoins, la synthèse de toutes les parts, et pas une instance supérieure à atteindre ou un truc comme ça. Voilà un des points sur lesquels je voulais rebondir. Je trouve que son propos est extrêmement juste. Ce n'est jamais que mon point de vue de trouver ça juste, mais bon, voilà. L'idée en termes de besoins et de combler les manques qui font que ça ne va pas, quoi, c'est d'informer toutes les parts des besoins de toutes les parts. Je crois qu'elle en parle un peu plus, mais je vous invite, si ça vous a parlé, jetez un œil à son travail. Que
C'est vrai que c'est quand même très juste cette idée. Nous, on nous apprend à être une chose qui a un besoin, éventuellement, soit de le réprimer, soit de le combler, mais plusieurs besoins contradictoires. Enfin, je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais je trouve que dans notre éducation, c'est pas du tout ce qu'on nous a proposé. L'éducation par les parents, la nation, enfin l'éducation nationale, je veux dire, même dans le sport et ces choses-là. Par exemple, dans les équipes de foot, il faut avoir un rôle, quoi. On ne nous apprend pas à prendre tous les rôles. Ah, t'es le meilleur dans ce rôle-là, fais ce rôle-là. Ouais, bon, enfin, j'aurais peut-être pu apprendre des trucs super bien dans le rôle où j'étais justement pas le meilleur, histoire de progresser. Par exemple, hein, c'est... Mais bon, je pars peut-être un peu loin, là. Les parts sont informées toutes ensemble des besoins de chaque part. Du coup, elles se sentent mieux. Oui, mon courant. Ah. Ça va toujours? Ouais. 20h20. Alors, sur cette base-là, nous avons quelques propositions conceptuelles et quelques propositions de vocables en hypnologie. Faire avancer un peu la pensée. Alors, je pense que ce serait très arrogant de dire faire avancer la pensée en psychologie, parce qu'ils bossent quand même dur, les gens dans les UFR de psychologie. Ce serait très délicat pour nous de dire faire avancer la pensée philosophique. Et c'est peut-être pour ça qu'on a mis un mot, donc on va faire avancer la pensée hypnologique, et si les autres se retrouvent dedans, qu'ils viennent travailler avec nous pour nous aider à avancer. Puis si on se trompe, on peut nous le dire aussi, nous on ne prétend pas avoir tout compris dès le premier jour. 4 concepts. La notion d'auto-identification, quelque chose qui s'identifie de manière automatique, et son inverse, la notion d'externalisation, quelque chose qui automatiquement ne s'identifie pas. La notion de l'attention, la notion de l'automatique et de la volition, pour parler d'automatisme et de volonté, intention. La notion de temps et de mouvement dans la subjectivité. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce truc. Juste, ouais. Comme tu apportes du nouveau vocabulaire, si tu pouvais laisser des temps de silence entre chaque... Ah, merci. Ouais, ça serait hyper cool. Ok. Alors Jonathan n'est pas là pour appuyer sur mes épaules. Donc faites-moi signe, hein, mais clairement quoi, si ça va trop vite. Ok. Premier concept, auto-identification et externalisation. Une proposition, j'ai noté quant à l'agentivité. Un mot quand même sur l'agentivité avant, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. L'agentivité, c'est pas notre concept, mais c'est quand même assez récent. Comme idée, en tout cas comme popularisation de cette idée. Le travail, c'est un texte de Pierre Vermersch, écrit cette année, en 2015. Agentivité vient d'une traduction de l'anglais agency, mais c'est un néologisme. L'idée de base est liée à l'action, à l'origine de l'action en soi, autrement dit, à la conscience d'être l'auteur, le responsable de ses actes, d'être à la base de ses actions. On peut encore dire d'en être l'agent. Okay. Mais comme souvent, le concept gagne en intérêt par ce à quoi il s'oppose. Dans l'hypnose, il permet de donner un critère précis à l'état de transe lié à une perte provoquée de l'agentivité. Okay. Dans l'hypnose, le concept d'agentivité permet de donner un critère précis à l'état de transe, état qui est lié à une perte provoquée de l'agentivité. Il y a un exemple. La personne constate qu'un de ses bras se lève, mais elle ne l'attribue plus à sa volonté, elle ne le perçoit pas comme étant l'agent qui est la cause de ce mouvement. De la même manière, on va retrouver dans les syndromes des personnalités multiples, ainsi que dans la schizophrénie, des sentiments de perte d'agentivité, comme si un autre s'exprimait ou agissait à ma place. Merci beaucoup, monsieur Vermersch.
pour votre travail en général, mais surtout pour cette petite citation qui me dépanne bien au moment de devoir parler d'agentivité. Donc, nos propres concepts sont une auto-identification et une externalisation. C'est une proposition à propos de l'agentivité. Vous êtes prêts? Ouais. Simultanément au fait qu'on s'identifie à un contenu. Par exemple, moi, enfant. C'est comme ça, je ne suis pas d'accord, ça va pas. Je m'identifie à un moi enfant. Ça a l'air d'être jeune à l'intérieur de moi, de faire la moue et de bouder comme ça. Simultanément au fait que je m'identifie à un contenu, simultanément il y a processus de s'identifier à. Ouais? Yes. C'est passé. Identification à est un processus de l'esprit, une fonction, un processus cognitif, une fonction psychique, et le S apostrophe ou le M apostrophe, m'identifier à, s'identifier à, fait partie du processus. On pourrait avoir l'impression que c'est un support. Il y a identifier à cet enfant. Oui, j'ai l'impression que c'est moi qui fais le gamin, c'est l'enfant que j'étais. Ok. Et je m'identifie à quelque chose. Et notre proposition, c'est que le support apparent qui dit S apostrophe, qui dit s'identifier, qui dit je m'identifie, ce support est apparent, mais en fait, il fait partie du processus. Il fait partie de la fonction cognitive, il fait partie de la fonction psychique. Ça va? Ok. En revanche, ce à quoi nous sommes identifiés, c'est le contenu. Il y a donc un processus d'identification qui se prend lui-même comme référence et qui dira tout le temps « c'est moi ». Bien sûr que c'est moi. Ça a toujours été moi. De tout temps. Enfin, du moins depuis ma naissance, a priori. Ça a toujours été moi. Et pourtant, le contenu, lui, module. C'est moi, mais c'est jamais le même truc. Et les deux sont vrais en même temps. Alors, l'identification attribue automatiquement la notion d'un moi, c'est moi. Un soi semble être le support de l'identification. Un soi, un moi, semble être le support de l'identification. Mais il est autoréférent, il fait partie du processus. Et le contenu apparaît à l'identification. Et l'identification s'en saisit. Pour refaire son jeu et dire c'est moi. L'identification elle-même est totalement absente de l'attention. On n'est pas attentif au fait qu'on s'identifie à quelque chose. Le M apostrophe S apostrophe qui semble être le support d'identification est ambigu dans l'attention. Ah, il m'arrive ceci, oui mais toi c'est quoi? Alors là, je sais pas, c'est compliqué. Ambigu dans notre attention. On a l'impression d'être très attentif à ce que nous sommes, au support qui dit c'est moi. Mais dès qu'on regarde un peu comment on y est attentif, on voit bien que ça cloche, en fait, cette idée-là. Ça marche pas, ce concept d'un soi, en fait. Je suis vraiment désolé de le dire comme ça, mais ça... L'analyse, le concept ne résiste pas à l'analyse intellectuelle. Et proposition de dire auto-identification, d'une part parce qu'elle est autoréférente, d'autre part parce qu'elle est automatique. Elle vient automatiquement dire « c'est moi ». Voilà. Si quelqu'un là se lève et vient me mettre un gros coup de poing, je vais être très en colère et je vais dire c'est vraiment moi qui suis en colère. C'est pas ma colère, c'est pas colère se déploie. C'est moi qui suis en colère. J'ai l'impression que je vais avoir. Vous n'êtes pas invité à vérifier. Auto-identification. Le concept inverse, vous allez voir, c'est là que l'absence de support est très intéressante. Le concept inverse, externalisation. Je fais une petite pause. Externalisation. Les autres contenus immédiats ou potentiels sont hors de l'identification. C'est autre que moi. Autrement dit, c'est pas moi. Vous la connaissez, cette petite ritournelle? Mais enfin, je comprends pas ce qui m'a pris. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas comme ça. Moi. En vrai. Tu parles. C'est pas grave. Tout va bien, quoi. Un support externalisé semblera agir à travers moi, malgré moi. Mais ce n'est pas moi, c'est externalisé. Nous appelons ceci une externalisation. Alors, l'externalisation attribue le contenu
par sous-personnalité, valeur, comportement. L'externalisation attribue le contenu à autre que moi, autre que soi. C'est une perte de l'agentivité. Cela échappe à la volonté. Et je n'ai pas voulu faire cela. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Même des fois en temps réel. Je suis en train de lui dire une vacherie, pire, je suis en train de dire une vacherie sur un autre qui n'est même pas dans la pièce. Je sais que je le fais et que ça va foutre la merde. Mais c'est pas moi. C'est plus fort que moi. Pour ceux qui font de l'accompagnement ou de la thérapie, ce sont des phrases qu'on entend souvent. C'est plus fort que moi. Donc, perte de l'agentivité, ça échappe à la volonté, mais c'est totalement présent à l'attention. L'absence du support fait partie du processus. Il n'y a pas de référence. C'est une fois de plus auto-référent. Pas de référence. Si ce n'est pas moi, qu'est-ce que c'est? Mais pourtant, c'est pas moi. Et le contenu apparaît néanmoins à l'attention. Il y a l'illusion d'un autre en soi. Ça va ouvrir la porte des automatismes. Par exemple, voilà un exemple très simple pour le coup, on n'a pas besoin d'aller très loin. Faire ses lacets, par exemple. Je peux lancer la séquence et hop, voilà, c'est pas moi qui suis en train de le faire. J'ai totalement attention au fait que ça s'est fait tout seul par automatisme. Vous imaginez si je devais calculer les rotations des poignets et tout, ce serait très compliqué. Moi, j'étais celui qui était en train de parler. En apparence, en tout cas. C'est ce que je crois être. Donc si on enlève la notion d'un soi, ça devient beaucoup plus simple. Il y a quelque chose dans le flux cognitif immédiat, il y a quelque chose auquel on s'identifie automatiquement, autoréférent, et il y a quelque chose qu'on externalise de ce qui est en train d'avoir lieu. C'est ce que nous appelons auto-identification et externalisation. Ça va? Cool. Ça fait des mois que je me retiens pour pas le dire, tout ça. Donc, parce que ça aurait été trop tôt si on n'avait pas parlé de la notion d'un esprit dialogique. Ah oui, quelques exemples d'externalisation. Parce que j'ai cru comprendre en discutant avec plein de gens que la notion d'auto-identification, on le comprend bien. Externalisation, c'est plus flou. Alors, très simple, hein, je vous ai fait un exemple sur mes lacets. Exemple d'externalisation, l'automatisme. D'autres exemples, le réflexe, c'est pas moi. L'émotion, la petite voix, l'intuition, oh c'est mon intuition qui me dit que... l'enfant intérieur, l'animal totem, etc. D'autres exemples, plutôt des pratiques, channeling, les guides du Reiki, j'aime beaucoup moi, cette idée-là. J'appelle mes guides qui viennent à l'intérieur. Intéressant. Faites attention quand même, mais si on se dit que c'est déjà des parts de soi à l'intérieur et que c'est des processus naturels de l'esprit et qu'on les a juste pas étudiés, en fait, il n'y a plus besoin de se prendre la tête avec des histoires de dimensions parallèles, annales akashiques, plans quantiques et tout, on n'en a plus besoin. Et puis comme ce sont des choses de nature spatiale et que là on parle de choses de nature d'esprit, bah voilà, on peut dire que c'est des externalisations. Nous n'imposons pas ce point de vue, mais si on réétudie toutes ces techniques de ce point de vue-là, je peux vous le dire parce que je suis en train de le faire, vous allez voir, tout devient très clair et logique, on n'a plus besoin de triper, quoi, pour dire simple. Channeling, guide du Reiki, les anges gardiens, les archétypes, le dialogue avec des instances supérieures, comme Tara Blanche, par exemple, la grande Tara, ou Dieu, ou Shiva. Externalisation. Ok? Super. Deuxième concept, alors là ça va être un peu plus proche de notre expérience habituelle, l'attention. L'attention, quelque chose que nous connaissons bien, ça, l'attention, surtout quand on l'a perdue et qu'on la remet. C'est là qu'on la connaît le mieux, je crois. Une proposition quant au sujet de l'expérience subjective et au centre de l'expérience subjective. Eh bien, nous commençons aujourd'hui du moins à introduire un modèle où il n'y a pas de sujet qui soit le centre de l'expérience subjective et donc des objets en périphérie de l'expérience subjective. Pas de sujet comme centre de l'expérience subjective, un moi immuable, un soi autoréférent, dans une périphérie d'objets, les objets des sens, les objets mentaux, la cognition, les émotions, les souvenirs, etc. Ça va? C'est notre proposition. Mais nous sommes limités, alors nous je parle du groupe de recherche hypnologie pour le coup, hein, mais nous sommes limités par les définitions multiples et les quiproquos sur le mot conscience. Ça on l'a déjà pas mal évoqué depuis ces 2 derniers mois.
Ça veut dire trop de trucs, conscience. Conscience contenue, conscience contenant, conscience morale, conscience d'après Jung, d'après Assagioli, c'est trop compliqué. Enfin pour nous, en tout cas, peut-être il y a des gens qui sont très à l'aise avec ce sens, mais nous, il nous a rendu un peu confus, donc on s'est dit, on le met de côté. Nous proposons donc que le centre de l'expérience subjective, c'est l'attention. C'est fou parce que ça me paraît évident en fait quand on le dit comme ça. Le centre de l'expérience subjective, ce qui expérimente, c'est l'attention. C'est le fait d'être attentif à. Et c'est pas un pseudo-truc qui dirait je suis attentif à. C'est le fait qu'il y a attention à. Vous voyez la nuance subtile? Cool. Faut que j'aille plus loin sur l'attention. Et quand j'ai fini cette slide-là, tu me dis, d'accord? Attention, d'après mes recherches, si des gens veulent me dire mieux que ça, je suis très ouvert. D'après mes recherches, attention vient du latin attentio. Action de tendre l'esprit vers. Et vous voyez, là, il y a une action, il y a l'esprit, mais il n'y a personne. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi on appelle ça une personne, en fait. Étonnant, au niveau sémantique. Hein. Peut-être juste parce qu'il n'y a personne, en fait. Attention, l'action de tendre l'esprit vers. En anglais, on a beaucoup le terme awareness, qui vient de wary, la notion de vigilance, qui vient lui-même, alors il y a des correspondances en allemand avec ça, mais je ne vous ai pas fait tout l'attirail, qui vient lui-même de l'indo-européen, la racine vers, et là on retrouve, on en a déjà parlé à propos de Freud, je crois, indo-européen, hein, tout ça, plus tard on fera des liens avec le sanskrit, mais là, c'est le soi dialogique dans la psychologie occidentale. La racine indo-européenne vers le fait de percevoir, le fait de prêter attention. Et j'aime beaucoup cette idée, prêter attention. Hop, et je la reprends. Oups, j'ai mis un jeu dans la phrase, c'est dommage. Action de tendre l'esprit vers. Et nous pensons que, enfin nous proposons l'idée en tout cas que le centre de l'expérience subjective, c'est l'attention. Donc on va beaucoup développer ce truc-là plus tard. Alors après on peut faire des ponts croisés. Attention avec auto-identification et externalisation. Une attention avec auto-identification, eh bien c'est l'expérience habituelle que nous faisons de dire c'est moi et je suis conscient d'être ce que je suis. Bon, normalement on ne se pose pas la question. Parce que jusqu'ici dans les modèles qui ont été présentés, du moins jusque-là, attention et identification étaient fusionnées. Donc l'idée évidente de c'est moi et bien sûr que c'est moi qui fais expérience de, pourquoi on se poserait ces questions tordues, monsieur Champagne? Eh bien justement parce que... Oh, il y a des réponses à ça, mais ce sera pour plus tard. Si on sépare auto-identification et attention, bien ça nous propose des modèles. Une attention avec auto-identification, c'est l'expérience habituelle d'un moi conscient. Une attention sans l'auto-identification, eh bien c'est ce dont nous parlent les sciences cognitives orientales. Une attention qui inclut une externalisation, eh bien le vécu va sembler externalisé. C'est l'expérience habituelle de l'automatisme. Je suis très attentif à le fait que toute seule, mes mains sont en train de faire les lacets. C'est quand même complètement dingue si on y réfléchit 2 minutes. Ça marche dans tout ce qu'on fait. Hein. Couper de la viande, démarrer une voiture. On peut être extrêmement attentif au fait que les choses se font de manière automatique. Donc attention avec externalisation. Voilà, nous proposons, pour résumer cette idée, de placer l'attention comme fonction cognitive au centre de l'expérience subjective. Tu voulais dire un truc, Théo? Ouais. Est-ce que dans l'expérience subjective, il ne se passe pas des choses en dehors de l'attention? Bien sûr. Oui. Plus tard, mais ce sera peut-être vers mars, avril, on va montrer comment on a cartographié l'attention, les niveaux d'attention, les qualités d'attention, les variations d'attention. Donc oui, et il y a une caractéristique de la fonction que nous appelons attention, qui est non-attention. Et le truc c'est que c'est très modulant ce machin-là, parce qu'il y a des choses qui sont complètement hors attention, et tu connais cette histoire, le souffle du rétroprojecteur. Ouais, je la connais. Il vient de revenir à notre attention parce qu'on l'a nommé, il était hors attention. Et pourtant il était perçu. Et il y a évidemment
une énorme partie de l'expérience subjective qui est hors attention. Et ta question est très juste, parce qu'une des raisons pour lesquelles on modélise tout ça, c'est parce que personne ne comprend comment ça marche l'hypnose. C'est un des points de départ de hypnologie, parce que l'hypnose, elle est partout, tout le temps, dans le champ de la non-attention. Là, ça c'est facile de le dire, mais il va falloir qu'avec le temps et les années, on le démontre. Pour l'instant, on pose quelques concepts de base. C'est même pas la base de l'édifice, là, c'est les fondations. On verra après ce qu'on met sur le sol. Ok pour l'attention? Well. Eh bien, encore deux concepts. L'automatique et la volition. J'ai choisi personnellement le mot volition pour ne pas mettre le mot intention et pour ne pas mettre le mot volonté. Le mot volition signifie en gros processus qui mène à la volonté. Et dedans, il y a la racine de l'intention, l'idée peut-être, la petite flamme d'avoir un projet, aller dans une direction, mettre de la volonté, tenir la volonté. Tout ce processus-là est contenu dans le mot volition. Donc nous proposons l'automatique comme un nom commun, l'automatique, et la volition. Nous pourrions parler de automatisme et volonté, automatisme et intention, ce qui est automatique en termes d'adjectifs, ce qui est volitionnel ou ce qui est intentionnel. Voilà un peu les concepts sur lesquels nous proposons cette idée de l'automatique et la volition. C'est une proposition quant à l'agentivité et quant au concept de conscient et inconscient. Alors tous ces concepts-là ne sont pas très compliqués, hein, parce que normalement, si on ne s'y est pas trop mal pris, ils sont proches de notre expérience quotidienne. Je m'identifie à un truc et un truc auquel je ne m'identifie pas, j'ai une faculté d'attention. Jusqu'ici, c'est ça qu'on vient de dire. Ok. Et de la même façon, il y a l'automatique et il y a le volitionnel. En l'absence d'un agent de décision et d'action, proposons que les décisions et les actions sont engendrées par les processus d'intention et de volonté. Nous appelons ça la volition. Et les actions et décisions qui sont engendrées par un agent interne, mais externalisé, au sens où on dit ça a pris la décision à l'intérieur de moi, mais je suis quand même pas d'accord avec cette décision, c'est quand même vachement bizarre. Ça vous parle cette expérience? Ok, donc, des actions et décisions externalisées, nous proposons qu'elles sont engendrées par des processus d'automatisme, des processus automatiques, nous appelons cela l'automatique. Et du coup, là, ça va dédoubler l'agentivité. C'est plus moi ou pas moi, l'agentivité, c'est volonté automatique. C'est du moins une proposition que nous faisons. Ça va? Bah, ça passe bien, en fait. Hein. Je me disais, hein. J'avais peur que ce soit très confus comme propos, mais bon. Je donne un exemple sur vos... Ouais, moi je veux bien parce que je comprends pas tout. C'est normal. Non, mais c'est normal parce que c'est pas simple de prime abord. En fait, on reprend ce qui est déjà connu pour donner un vocabulaire nouveau, mais on ne change pas que les mots, on change aussi les cloisonnements. Par exemple, moi, ça contient attention, identification. Mais en Occident, ça n'a pas été compris ce truc-là. Si on sépare les deux fonctions, la notion du moi s'envole et disparaît. Bien sûr que c'est drôlement compliqué à comprendre. Ça, je ne le dis pas ironiquement. Alors, ok, tu voulais dire, Clément, pour volition et automatique. Tu as un exemple avant, non? Tu voulais un exemple? Non, c'est toi qui te demande. Non. Est-ce que le 3 peut être simplement la résultante du 1 et du 2 ou il y a quelque chose en plus? Oui, alors ce que tu appelles 3, c'est automatique volition. Automatique volition comme 2. Et bien sûr, ça croise identification, externalisation et ça croise l'attention. Alors justement, merci. Un exemple sur cette question-là. Avant un exemple, je ne vous oblige pas à être d'accord avec ça, hein. Ce n'est qu'une modélisation. Par contre, ce que je vous invite, vous qui êtes je ne peux plus dire étudiant, alors le groupe du mardi soir, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à prendre ça cette semaine, regarder comment ça vous parle dans votre vie quotidienne, comment ça bouge un truc dans votre vie quotidienne, et venir me dire la semaine prochaine, ça a foutu le bordel. Ou alors, ça amène à un truc, ça change des choses. Ou alors, moi j'ai regardé et je vois vraiment pas l'intérêt. Enfin, tu te prends la tête pour rien en fait, Cyril. Mais c'est ok, tous les feedbacks seront ok. Ils sont même drôlement importants. Alors, un exemple sur comment la volition automatique, comment ça croise identification, externalisation. Eh bien,
Une volition qui inclut auto-identification, c'est l'expérience habituelle de « je dirige ce que je fais ». Je décide quelque chose et je le fais. Là, par exemple, je décide de continuer mon cours et je vais le faire jusqu'au bout. Y a l'intention et la volonté de le faire et je sais que c'est moi qui le fais. Enfin, c'est ce que je me raconte en tout cas. Une volition qui inclut l'externalisation, c'est l'expérience habituelle de ne pas contrôler ses actes. Alors, est-ce que c'est un réflexe ou un automatisme? Pourquoi pas? Non. C'est plutôt l'inverse du réflexe et de l'automatisme. Je peux te donner un exemple très personnel. Je veux arrêter de bouffer mes ongles. Mais au moment où je suis en train de le faire, je veux, mais je continue. C'est pas du réflexe là, tu vois. Il y a trop d'attention pour que ce soit du réflexe. Dans l'ancien vocabulaire, on aurait dit il y a trop de conscience. Et pourtant, il y a la volition, mais il y a un truc qui est simultanément qui est externalisé. C'est pas moi qui ronge mes ongles. Moi, je suis la part qui veut ne pas le ronger là, tout de suite. Tu sais, des fois, cette séquence dont je te parle à titre personnel, des fois, elle dure un quart de seconde. Des fois, elle dure plusieurs secondes. Ça, c'est très troublant. Alors, je donne un exemple personnel. Chacun pourra y trouver ses propres exemples. Je prends aussi des exemples très concrets pour que ce ne soit pas dans des sphères trop strictement mentales. C'est mental parce qu'on présente des idées, mais ça se base sur des choses très concrètes. Un automatique qui inclut l'externalisation, eh bien, c'est l'expérience habituelle des automatismes. Ça se fait tout seul et c'est pas moi qui le fais. Ce sont mes mains, part de moi, part du corps en l'occurrence, qui font le lacet. Mais c'est aussi, c'est aussi peut-être part de moi blessé qui est en train d'engueuler mon collègue, par exemple. Automatique, externalisé, parce que quand cette part de moi blessé engueule le collègue, 10 minutes après, je vais lui dire « Oh, excuse-moi ». Et, ouais. Et puis, quatrième possibilité, dans ces deux dimensions, un automatique avec auto-identification, eh bien, c'est une expérience qui n'est pas très habituelle. C'est l'expérience de dire « Ok, c'est auto-identifié ». On ne dit pas « moi mais c'est auto-identifié, mais c'est en train de se faire tout seul. C'est pas moi qui le fais, mais je vois bien qu'il y a un goût d'auto-identification. Et pour autant, c'est pas moi puisque c'est automatique. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir ces concepts-là. C'est qu'avec le vocabulaire, du moins à ma connaissance, avec le vocabulaire occidental d'avant, on ne pouvait pas dire un truc comme ça. Si c'est moi qui le fais, c'est pas automatique puisque c'est moi qui suis en train de le faire. Ah oui, mais pourtant ça se fait à travers moi et c'est pas moi alors que pourtant c'est moi. Et parce que le concept clé c'était le moi en fait. Le moi ouais, bref. Possibilité, quelque chose d'automatique, mais avec auto-identification. Je peux vous en donner un exemple, mais c'est pas parce que je vais le vivre que ça va vous raconter quoi que ce soit de plus. Par exemple, je peux refaire mon lacet, y mettre toute mon attention, ok, et me dire, c'est moi qui fais ça. Ouais, et alors là, je peux vous dire, essayez, hein. C'est très intéressant comme expérience. Oui, c'est moi qui fais ça, mais pourtant, c'est automatique. Et ça donne une sensation délicieuse à quelque chose dont j'avais tellement perdu le contact avec tellement d'années à expérimenter. Maintenant, la notion de volition et automatique, si on les croise avec l'attention, eh bien, volition et attention, c'est l'expérience habituelle de la vigilance et de la concentration. Je veux faire quelque chose et j'y mets mon attention. Voilà, je sais pas, moi, je veux finir d'expliquer cette slide et je le fais avec la volonté et avec de l'attention, pas avec... Bon, bref. Volition sans attention, eh bien, ça y est, on repasse à l'automatique. J'ai la volonté de finir mon cours, mais je suis en train de penser au fait qu'il est déjà un peu tard et qu'il faudrait qu'on se dépêche. Vous voyez, clac. Ça, c'est... Du coup, le fait de finir le cours pourrait repasser en mode automatique. Cet exemple n'est pas très bon, je pense. Et c'est une de nos propositions, la zone de passage dans l'attention, la zone de passage à volitionnel avec attention, volitionnel sans attention. Ça, pour le coup, c'est très subtil. Et là, pour le mot hypnose, que moi je ne vais pas utiliser bien souvent parce que je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire, il y a quelque chose là dans cette zone-là. L'attention voit que c'est automatique et que pourtant c'est dans la volonté et que ça s'automatise et ça bouge. Bref. Et puis automatisme et attention, donc
l'attention dans les automatismes, eh bien c'est l'expérience décrite dans bien des voies dites, avec plein de guillemets dites spirituelles, c'est l'expérience de l'observation et de la contemplation, c'est l'expérience de l'observateur. Il y a une extrême attention au fait que tout est automatique. Bon, pour ceux qui font de la méditation et qui sont entraînés à regarder leurs pensées, faire n'importe quoi pendant des minutes ou des heures, ça leur parlera. Ok, pour volition automatique, il y a eu une question à un moment qui voulait venir. Depuis tout à l'heure, j'ai bloqué sur l'exemple d'externalisation concernant le domaine du Reiki, où tu disais les guides, entités, Shiva ou autres qui prennent le relais, tout ça. Ah. Est-ce que tu dis que c'est une façon de se déresponsabiliser quand tu dis externalisation, qu'en fait c'est nous et... je dis pas que c'est... Oui. Chose, mais moi, tout à l'heure, je bloque dessus. Oui, tu fais bien parce qu'au moment où je l'ai dit, je me suis dit, je suis en train de faire un gros jugement. Mais c'est pas grave, ça arrive, mais c'est bien que tu me reprennes. Non, non, je n'ai absolument pas dit que les gens se déresponsabilisaient ou quoi que ce soit. Et dire que c'est nous, ce serait très maladroit. Parce que... Dans le Reiki, il ne présente pas en tant que tel, vraiment, il y a un côté lâcher prise et que... Ok, le truc, c'est qu'ici, on semblerait avoir l'a priori dans ce cours que nous basons sur une philosophie matérialiste de l'esprit, sur laquelle est basée toute notre façon de représenter les trucs cognitifs, les flux, les informations, et donc matérialiste qui dira, il y a une limite à laquelle c'est moi, et il y a un truc externe qui n'est pas moi. Mais personne n'a dit que je basais tous nos concepts sur une philosophie matérialiste de l'esprit. Et donc, moi je ne dis pas qu'on se base sur autre chose d'ailleurs, mais si on enlève cet a priori, on n'a plus besoin de la limite interne-externe. On parle de choses auxquelles on s'identifie ou auxquelles on ne s'identifie pas. Et là, on est quand même en train de faire un gros truc là, en hypnologie pour l'instant, on est sur des petites bases de phénoménologie et sciences cognitives. Mais si vous regardez un peu les trucs qui ont été postés sur le groupe Facebook Hypnologie, vous avez regardé ces documentaires sur la possession en Afrique? Je vais jeter un œil. Mais sur ce grand thème général, c'est qui? C'est externe, c'est interne. Et si on enlève cette notion d'externe-interne, qui fait flipper tout le monde en fait, avec ces histoires d'entités qui veulent nous posséder, et qui sont bien sûr très négatives, etc. Bien sûr, bah tiens, surtout quand c'est une part de toi qui en fait est dans l'ombre et qui te fait très peur depuis longtemps. Parce qu'elle a tellement de force finalement, qu'elle est effrayante, elle est terrifiante. On a un peu toutes ces idées-là. Et là, tu vois, on a un problème de interne-externe. Soit c'est moi, donc auto-identifié, soit c'est moi, soit c'est, pour cet exemple-là de possession et tout ça, soit c'est un esprit externe qui est rentré à l'intérieur. Et pour qu'il rentre à l'intérieur, il faut qu'on soit dans une philosophie matérialiste de l'esprit, qui va donc dire c'est de la matière avec une surface, une paroi. Mais nous, comme on ne se sent pas du tout limité par ça, et bah du coup, on n'a plus besoin de dire que c'est nous ou que c'est pas nous, parce qu'on est en train de supprimer cette notion-là, pour pouvoir étudier l'esprit d'une façon plus large. Je vais quand même le dire, ça dépasse ta question, mais nous, si on fait tout ça, et on l'a dit depuis le début, c'est pour la connaissance, la compréhension, et c'est pour la bienveillance, pour trouver des moyens d'aller mieux soi-même, auto-bienveillance, et de mieux accompagner les autres. L'intention est là. Donc, non, je voulais pas du tout dénigrer les trucs Reiki, dire que c'était déresponsabilisé, machin truc. Ce qui me faisait sourire et qui était un peu cynique dans ma phrase, c'est le folklore qu'on colle sur des choses qui sont en fait des processus cognitifs très simples et accessibles à tous. Et qui font une confusion terrible en fait, je crois. Et qui envoient d'ailleurs des gens à l'hôpital psychiatrique, quoi. C'est bien dommage. Est-ce que dans tout ce blabla qui était très loin de ta question, j'ai quand même répondu à ta question? Ouais. Merci pour la précision. Dans quelques semaines, dans quelques mois, on va parler de l'extérieur comme un miroir. Donc là, si l'extérieur c'est le reflet des trucs qui sont moi, ça va devenir très très compliqué. Et là, on va briser en fait on va briser la frontière interne et externe et la limite de ce que le matérialisme de l'esprit a posé, les limites que la façon de penser matérialiste a posées. Elle est claire cette phrase ? Oui. C'est pas le matérialisme qu'on critique, c'est les limites que ça a posées pour appréhender l'esprit.
Vas-y. Justement, on y reviendra peut-être après, parce qu'avec externalisation, j'ai un peu du mal, parce que mais peut-être à la fin, une fois que tu as présenté ton quatrième, enfin je sais pas, j'ai commencé, parce que quand tu dis je fais le lacet et j'externalise, c'est pas moi, ou c'est pas... J'ai jamais... Enfin, non, je vois pas pourquoi c'est externalisé. Externalisation, c'est un mot pour proposer une idée. Peut-être qu'à un moment, on va prendre d'autres mots. Oui, pas extérieur à nous. Voilà. Alors, ça fait 1 an et demi à peu près qu'on réfléchit à tout ce bordel, on va dire quoi. Et on s'est dit, le chantier de la refonte conceptuelle et de l'étiquetage, poser des mots, qui ne sont que des sons en fait, sur des grands concepts très complexes, comment on va faire? Il y a des gens qui pensent que c'est pas eux qui font des lacets. Non, il n'y a peut-être pas des gens qui pensent que c'est pas eux qui font les lacets. Ah oui, voilà, j'ai été peut-être un peu vif dans le propos pour moi. Mais il y a des gens qui pensent que c'est pas eux qui tapent sur leur femme. Ils pensent que c'est pas eux. Parce que quand ils redescendent, là ça calme un peu l'atmosphère, parce que quand ils redescendent du truc, ils font « Mais enfin mon amour, tu sais bien que je ne suis pas comme ça. » Parce qu'eux-mêmes en sont convaincus, et pourtant ils savent que c'est eux, tu vois. Mais pourtant, à un autre niveau, ils croient que c'est pas eux. Là, j'ai essayé de chercher un exemple de souffrance extrême pour parler du truc, pour aller très très loin des lacets. D'ailleurs, tu as une expression qui va dans le sens, c'est « tu m'as mis hors de moi ». Charles, je te voyais pas. Tu m'as mis hors de moi. Oui, évidemment. Maintenant, ni lacet, exemple très con, ni le gars qui tape sa femme, ou la femme qui tape son mari d'ailleurs, entre les deux, d'accord, on pose juste des bases de vocabulaire. Tout ce qui est addiction. Oh oui, tiens, tout ce qui est addiction entre les deux. J'ai pas besoin de le fumer, ce pétard, le soir avant de me coucher le soir, mais c'est plus fort que moi. Je l'ai entendu bien des fois, cette phrase. Je me contrôle, j'arrête quand je veux. Je me contrôle, et si je veux, j'arrête. À mon avis, il y en a 3 des jeux là, dans cette phrase-là. C'est thérapeutique, Ouais. Donc, ouais. Par contre, à un moment, il a fallu trancher sur les termes. Et pour l'instant, c'est moi qui ai tranché sur les termes. C'est pas nous, équipe Hypnologie, c'est moi qui ai tranché sur les termes. Donc, pour être tout à fait honnête, il y a encore 36 heures, non mais en fait, même encore hier à minuit, j'étais sur le cours en me disant, est-ce que le terme est le bon ? Il sera jamais le bon, mais à un moment, il faut trancher. On s'était dit aussi, on peut en discuter en groupe d'études. Et puis on s'est dit, là le on, c'est Kevin Finel et moi, on s'est dit, si on essaye de faire du consensus sur le sens des mots, on va pas y arriver. Donc il faut qu'il y en ait un qui s'y colle et qui tranche, et pour l'instant c'est moi, mais je vais m'ouvrir à tous les feedbacks. Il y a peut-être des gens qui vont me dire, mais tu sais, en fait, ce concept-là, ça a été dit par un chercheur en Australie que tu n'as pas lu il y a 2 ans, et il a fait exactement le même travail avec d'autres mots. D'ailleurs, nous appuyons sur les travaux d'autres gens, d'ailleurs, pour faire tout ça. Bon, bref. Les mots, ouais. Agentivité, c'est pas de nous. Une des raisons pour lesquelles, dans tout mon document, c'est écrit, entre parenthèses, auto-fin de parenthèse, identification, c'est parce que j'ai pas su trancher entre identification et auto-identification. Mais comme le reste de l'équipe m'a suggéré qu'on n'avait pas besoin d'avoir tout fini pour commencer à présenter des choses, et que ça permettait d'avancer plus vite, ben on en est là. Alors justement, on s'appuie aussi sur d'autres gens. Vous êtes prêts? C'est le dernier des 4 concepts que nous proposons. Ça va toujours? Oui. Cool. Ouais. La notion de temps et de mouvement dans la subjectivité, et j'avais indiqué, je pense, dans le premier cours sur les philosophies de l'esprit occidentales, que Bergson était assez inclassable dans tout cela, et qu'une des questions qui m'intéressait beaucoup dans la pensée de Bergson, c'était qu'il propose que l'esprit n'est pas de nature spatiale, mais de nature temporelle. C'est une des sources d'inspiration pour lesquelles nous avons ramené la notion du temps et du mouvement dans la subjectivité. Pour info, pas de mouvement, pas de temps. Image arrêtée, pas de mouvement, pas de temps. Succession d'images, BD, pas de mouvement, pas de temps. Image mise en mouvement, mouvement, mais pour cela il faut du temps. Vous êtes d'accord avec cela? La notion du mouvement est là, je pense aux psychomotriciens, ostéopathes, kinésithérapeutes. La notion du mouvement est vitale hein, pour se sentir bien, quoi.
Et d'ailleurs, il se rappelle assez rarement que le temps est représenté par du mouvement sur les horloges. Oui, complètement d'accord. Alors il y a plein d'écoles philosophiques qui disent temps et mouvement ne sont qu'une seule chose représentée de différentes manières. Bon. Alors, quelques concepts sur l'idée de la notion d'unité psychique et multiplicité psychique. Et pourquoi le temps et le mouvement viendraient croiser la notion d'unité et multiplicité? Eh bien, justement, la notion de... il y a une notion de simultanéité de l'unité et de la multiplicité. C'est pas un coup je suis multiple et un coup je suis un. Ce qui dit je là. C'est les deux en même temps. Alors accrochez-vous. Unité psychique, il y a continuité de l'agentivité dans le processus d'auto-identification. Il y a une continuité d'agentivité, c'est-à-dire que dans l'unité, il y a quelque chose qui simplement de manière basique dit « c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi ». Ça aussi, ah tiens, ça aussi, c'est moi, tout le temps. Ça dit tout le temps la même chose, il y a une continuité de l'agentivité. Mais simultanément, il y a une multiplicité psychique et on voit une discontinuité de l'agentivité dans le contenu. Au niveau du processus, l'agentivité est continue. Au niveau du contenu, les différentes parts de soi, les comportements, les caractères, les valeurs qui parfois changent et tout, c'est complètement discontinu. L'agentivité est discontinue. Ça va? Super. Alors dans l'unité psychique, il y a une linéarité. Il faut du temps, ça crée la cohésion de la personnalité. Dans la multiplicité psychique, il y a une modulation du contenu, en l'occurrence modulation de nature chaotique. Elle n'est pas linéaire, elle n'est pas prévisible. Vous pouvez toujours essayer de la prévoir, mais quand un camion passe au rouge alors que vous ne l'aviez pas prévu et qui klaxonne juste avant pour ne pas vous tuer, la réaction émotionnelle, les parts qui s'agitent et tout, vous allez voir au niveau multiplicité psychique, c'est une modulation sacrément chaotique. Et donc, de ce point de vue, il y a une incohérence de la personnalité. Et les deux sont vrais simultanément. Or, la simultanéité, c'est une question temporelle. Donc, il y a simultanéité d'une unité psychique, d'une multiplicité psychique, donc à la fois une continuité d'agentivité et une discontinuité de l'agentivité. Oui? Refaire le tour un peu mieux. Oui, d'accord. Simultanément, il y a un truc qui dit c'est moi et c'est tout le temps moi, tout le temps. Continuité de l'agentivité. Unité psychique. Et simultanément, il y a un truc qui fait ah, je suis comme si, oui, mais en même temps, je pense ça, et puis d'un autre point de vue, je pense ça, et puis non, mais fermez-la, les gars, non, c'est toi, ferme-la. Dans ma tête. Comme peut-être pas à ce point-là, j'exagère, mais au moment de prendre une décision, par exemple, j'y vais ou j'y vais pas, ah, je resterai bien à la maison, ouais, mais en fait, je les vois jamais, ouais, mais en même temps, je suis crevé, ouais, mais bon, faut lâcher prise. Et encore, je le fais à voix haute, hein. Dans la tête, c'est en schla. J'ai pensé l'autre fois, Jérôme, pour prendre une décision, quand je t'ai appelé pour te dire est-ce que je viens te voir ou pas. C'est compliqué parfois, juste pour prendre une décision. Discontinuité de l'agentivité. Mais pourtant, simultanément, il y a un truc qui semble dire c'est moi. Discontinuité et continuité simultanée. C'est tout à l'heure ce qu'on a vu dans le film, c'est le petit peuple. Si, tout à fait. Complètement. Les anglo-saxons résument ça, c'est me, myself and I, quoi. Ça résume ce côté. Mais bon, il y en a plus. Oui, mais il y a aussi et pas ça. Me, myself, I, etc. And daddy. Et aussi le fait que pas nécessairement auto-identifié. Il y a aussi and the other one. The dark side. Voilà, the dark side du point de vue de la part qui considère que ça c'est la lumière et ça c'est l'obscurité, ce qui est certainement la base de beaucoup de problématiques. À mon avis. Mais là je m'écarte un peu de nos concepts en hypnologie, je viens de donner mon avis, mais dark side d'après qui? D'après moi. Eh ben on en reparle dans 15 ans quand tu auras changé tes valeurs et tes comportements. Et puis on verra. Néanmoins, 15 ans plus tard, il y aura quand même la continuité d'agentivité, c'est toujours moi. Et c'était moi à l'époque, j'ai simplement, moi, continue, changé d'avis. Encore un peu? Ouais. Toujours dans cette question de temps et de mouvement dans la subjectivité. Et bien, je crois que c'est un des derniers points. Nous proposons une alternative au modèle de multiplicité psychique. Alors on a vu, il y avait sous-personnalité, il y avait ego states, il y a le modèle de Huber-Hermans dont on a déjà parlé, les I positions, les positions du je.
Intéressant parce que lui propose que le je est une fonction qui change de position. Dans le travail de Hermans, on pourrait faire un parallèle avec le travail de Assagioli, si je le trouve, où le moi peut se déplacer dans l'inconscient supérieur, moyen, fonctionnel, inférieur, etc. Le travail de Huber-Hermans, qui est un des travaux les plus récents, je crois que c'est 2012 ou 2013, hein, ces concepts-là. D'ailleurs, plutôt que de vous dire des bêtises, 2008, High Positions, donc on est quand même sur des pensées très très modernes. Et le travail de John Rowan, que j'ai déjà cité, Dialogical Self, un soi dialogique. Ces deux modèles sont les plus proches du nôtre. Mais nous voulons contourner la notion d'un moi et d'un soi pour pouvoir poser d'autres concepts que vous nous présentez. Alors du coup, ça nous amène à d'autres vocabulaires qui ne sont pas très loin des leurs. Un esprit dialogique, et ça je pense que vous avez compris, ça fait un mois qu'on en parle. Des positions de la subjectivité et non pas des positions d'un moi ou d'un je. Il n'y a pas besoin d'un moi et d'un je pour dire qu'il y a un déplacement subjectif dans des cartes et dans des zones. Oui? Non? Ok. Bah voilà, c'est tout pour ce point-là. Et puis, si sur ces concepts-là, on remet la temporalité, la dimension temporelle de l'esprit et de la subjectivité, eh bien, nous aurons non plus seulement des positions de la subjectivité, mais des positions immédiates de la subjectivité. Le moment où là, tout de suite, je suis comme ceci, à plein de niveaux, je suis cela, là, maintenant. Une position immédiate de la subjectivité, des configurations de la subjectivité, des ensembles de positions coordonnées en séquence, en programme. Alors ça, c'est en général les autres qui le voient, qu'on a des configurations de la subjectivité. Ah oui, t'es dans ta face comme ça, oh bah, je te connais, dans 10 minutes tu vas être comme ceci, puis après tu viendras nous dire que cela. Les autres voient bien ces choses-là, et nous on peut les voir sur les autres aussi. Ça vous parle? Ok. Des ensembles de positions qui sont coordonnées, on peut parler de séquences et de programmes. Il m'en manque un sur cette feuille, tiens. Ça alors. Ah oui, un point d'assemblage de tous les plans. C'est la même idée qu'une idée de position de la subjectivité, c'est qu'à un moment, tous les plans de mon esprit, niveau logique, niveau d'évolution, trucs introjectés, les désirs, les besoins, les motivations, bref. À un moment, on pourrait imaginer que tous ces plans-là se croisent et un petit point de lumière, une position de la subjectivité, point d'assemblage de toute la structure psychique. Ok, esprit dialogique, position de la subjectivité, point d'assemblage, position immédiate de la subjectivité, configuration d'un ensemble de positions de la subjectivité. Et puis, et c'est ce qui nous intéresse le plus, les moyens de transformation de la subjectivité, une notion de dynamique. Le plus intéressant, c'est que ça passe d'un état à l'autre. Ça n'arrête pas de changer. Et qu'on pourrait prendre le temps de regarder deux points, mais ce qui va beaucoup nous intéresser en hypnologie, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça passe d'un point à l'autre. Parce que pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer, qui est fumeur et qui veut devenir non-fumeur, il faut quand même que ça passe du point fumeur, qui est un sacré assemblage de plein de trucs, à un point non-fumeur, qui est un assemblage de plein d'autres choses. Et des fois, il y a juste un plan à bouger. Ch'toc. Et des fois, il y a plein de plans à bouger. En fait, des fois, il faut tous les bouger pour aller dans la nouvelle position. Donc, la transition, le mouvement, la dynamique de la subjectivité, qui implique donc mouvement, l'aspect temporel, une configuration dynamique, quelques exemples de dynamique temporaire de la subjectivité, de mouvement temporaire de la subjectivité, des dynamiques cycliques, des choses qu'on fait et qu'on répète et qu'on refait. On se dit ça commence à m'énerver de le faire. Ah non, finalement j'aime bien le faire. Des dynamiques cycliques de la subjectivité, passer d'un état à un autre. On n'est pas très loin de l'idée de configuration d'un ensemble de positions, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que ça passe d'un état à un autre de manière cyclique. Et puis des dynamiques transitoires, dans le très subtil. Choup. Ah, il vient de changer de posture et d'intention. Hop, il vient de changer de position et de comportement. C'est ce que vous, pour ceux qui sont accompagnants ou thérapeutes, je pense que vous le voyez dans vos séances. C'est le fameux moment où la personne... Ah oui, mais là, il y a plein de choses qui viennent de changer. Posture physique, émotion, vitesse du cœur, etc. Et dans l'esprit aussi, plein de choses viennent de changer. Des dynamiques transitoires de la subjectivité. Pour résumer tout ce blabla
Eh bien, nous avons fini pour ce qui était d'un esprit dialogique dans la psychologie occidentale. Nous nous attaquerons dans les prochaines semaines à des idées de même nature dans d'autres psychologies. Et nous avons donc proposé quelques idées, une auto-identification, une externalisation, l'attention comme centre de l'expérience subjective, la question de l'automatique et de la volition, et le temps et le mouvement dans la subjectivité. Sur ce, comme toujours, nous allons dire au revoir à nos amis d'Internet. En fait, des fois je dis ça, mais en fait je mets le truc quand même derrière, ce qui est complètement idiot. Mais c'est officiel. Nous te saluons.